Bonsoir la MIF, bienvenue sur la chaîne MyFoot TV, en compagnie de mon frère, mon collègue et l'expert Ziza. On va essayer de parler de ce qui s'est passé en Ligue des Champions, notamment le match du Real contre Benfica, qui est actuellement le sujet tendance, et essayer de parler aussi de la Liga, du nouveau leader, qui est le FC Barcelone, et essayer de voir ce on a retenu de tout ça. Ziza, comment tu vas? Tranquille, frérot, tranquille, comment tu vas? Merci aux abonnés de continuer à nous soutenir. J'espère que tout le monde va bien. Et de ton côté, comment ça va? Ouais, ça va, merci. On est là, on a la santé, c'est le plus important. Même si le Real ne cesse de nous surprendre. Mais bon, on continue. Ok, donc comme je disais, demain, mercredi, il y a le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Le Real Madrid contre Benfica. Au match aller, on a vu un match vraiment fermé. Fermé et ouvert, j'ai envie de dire aussi. Fermé au niveau du score, mais ouvert au niveau des occasions. Au final, le Real emporte avec un magnifique but de Vinicius. Et comme je disais à Ziza dans la vidéo, je dois spécifier qu'Mbappé ne fait pas la peine dans l'axe. Donc voilà. La performance du Real était bien. Abelua, on voit ce qu'il veut essayer d'apporter au jeu du Real Madrid. Essayer de poursuivre un peu sur la lancée de Xabi Alonso, mais tout en laissant plus de liberté aux joueurs. Donc on voit qu'il y a Vinicius qui essaie d'avoir plus confiance, qui permet d'avoir plus d'espace dans les contres. Et on a Mbappé qui nique le jeu du Real tout autant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je laisse Isa se positionner là-dessus et on attend du match retour où on délivrera une analyse complète des deux matchs. Je laisse Ziza me dire ce qu'il a pensé du match en lui-même. Non, comme tu l'as dit, ça a été un match de niveau Ligue des Champions pour moi. Il y avait vraiment le niveau phase éliminatoire de Ligue des Champions. Le Benfica, c'est toujours, surtout dans son stade à domicile, les clubs portugais en général, ils sont toujours difficiles à manœuvrer. Donc, je pense que le Real était prévenu avec ce qui était arrivé la dernière fois, Ouais. que ce serait difficile, et ça l'a été. Je pense que les 15 dernières minutes de la première mi-temps, le Real a été vraiment malheureux de ne pas ouvrir le score parce qu'il y avait vraiment eu une montée en puissance du Real. Ils ont poussé vers la fin de la première mi-temps et ils ont eu de très beaux mouvements, de très belles occasions. Donc, quand ils ont ouvert le score en deuxième mi-temps, pour moi, ça a été un peu logique parce que c'était le résultat d'un beau projet de jeu Ouais. jusqu'à ce moment-là. Malheureusement, il y a eu l'incident qu'il y a eu après. Je trouve que ça a fortement impacté le match. J'ai trouvé que les joueurs du Real après, et c'est naturel, ne savaient pas trop comment répondre. Il y avait beaucoup de pression à chaque fois qu'il y avait les coups de pied arrêtés et tout ça sur les tireurs. Donc, après le fameux incident qui était vers l'heure de jeu, j'ai trouvé que le match est devenu un peu moribond. C'est vrai que Benfica a eu quelques occasions après, mais j'ai trouvé que le Real a mérité sa victoire dans l'ensemble. Ils ont eu les meilleures occasions, ils ont eu un gros temps fort. Et dans l'ensemble, ils ont fait ce que tu dois faire quand tu joues un match à élimination directe en Ligue des Champions et que tu es le favori. Tu dois aller jouer avec tes armes et essayer de prendre un avantage. Et je pense que c'est ce que le Real a fait. Maintenant, pour revenir à l'animation que tu décris, et je pense que ça s'est vu plus dans les derniers matchs de Liga, et le rôle de Mbappé, son importance dans le jeu, je pense que il faut aussi rappeler que le problème ne commence pas maintenant. Je pense que la grande différence ces derniers temps et la raison pour laquelle ça se voit beaucoup plus pour moi, c'est que on assiste un peu à un renouveau de Vinicius. Je pense que sa première partie de saison ne ressemblait pas au joueur et peut-être même on peut remonter jusqu'à l'année dernière. Ouais, il était en manque de Ça, confiance. On voyait qu'il c'est avait ça, plus. Ouais. ça fait un moment que Vinicius ne ressemblait pas au meilleur niveau du joueur qu'on connaît. Et avec l'arrivée d'Arbeloa, et je pense que ça fait partie de son mandat et de son projet de jeu de vraiment remettre Vinicius en pleine possession de ses moyens. Et je pense que le dernier mois et demi lui donne vraiment raison. On a assisté de plus en plus à de meilleures performances de la part de Vinicius. Et un Vinicius plus engagé, un Vinicius plus concerné par le projet de jeu, ça veut dire qu'il provoque beaucoup plus et il crée beaucoup plus d'occasions. Tu as besoin d'un véritable finisseur, quelqu'un qui est là simplement pour pousser les ballons au fond des filets. Le Vinicius à son meilleur niveau, c'était ça. C'était un joueur qui créait énormément d'occasions,
qui peut marquer des buts, c'est vrai, mais dont la qualité première, c'est de créer le chaos dans la défense et de servir son attaquant. Donc forcément, si à côté de lui, tu n'as pas un joueur qui se plaît dans ce rôle-là et qui est présent dans la zone de finition, ben, c'est beaucoup plus visible. On voyait moins cet état de fait et cette indisponibilité de Mbappé dans la zone que tu attribuerais aux neuf traditionnels. On le voyait beaucoup moins dans la première partie de saison parce que là, le jeu était vraiment concentré sur Mbappé. Sans t'interrompre, ça, on le voyait depuis le début, hein, depuis la signature d'Mbappé. Ceux qui étaient vraiment logiques et objectifs, ils voyaient qu'Mbappé ne faisait aucun appel dans l'axe. Pas aucun, mais très peu d'appels dans l'axe. Et on voyait qu'il se projetait sur le côté gauche de Vinicius, qui bridait un peu le jeu de Vini. Et voilà, comme tu as dit, avec le schéma tactique, avec le réveil de Vinicius, on voit plus ces appels-là. Mais depuis le début, c'était remarquable, ces appels sur le côté gauche, plutôt que dans l'axe. On dit la même chose. Hein. Ce que je souligne simplement, c'est que le fait que maintenant Vinicius soit beaucoup plus protagoniste, qu'il touche beaucoup plus de ballons, parce que je pense que ça aussi, c'est une des nouveautés depuis l'arrivée d'Arbeloa. Vinicius est beaucoup plus touché par les ballons, il est beaucoup plus important dans la construction du jeu du Real. Et parce que c'est le cas, justement, ce que tu viens de dire est amplifié. Je ne dis pas que Mbappé faisait ses appels avant, mais je dis que quelques mois avant, sous Xabi Alonso surtout, le jeu était beaucoup plus calqué sur trouver Mbappé directement. Tu avais des joueurs comme Güler et tout ça qui étaient beaucoup plus au centre du projet, qui jouaient plus dans un style que Mbappé aime. Donc oui, il y avait toujours les coups de pied arrêtés, les pénaltys, tout ce que tu veux. Mais Mbappé réussissait plus à briller parce que le jeu était beaucoup plus focalisé sur ce que lui, il fait de mieux et là où lui, il veut recevoir la balle. Maintenant que Vinicius est mis un peu plus au centre par Arbeloa, c'est pour ça que je dis que maintenant, tu sens un peu plus le décalage dans l'approche de Mbappé parce que maintenant, il faut que lui, il joue comme un neuf, si tu veux, traditionnel. C'est ça, il faut que chacun respecte son poste. Ouais. C'est ça. Et ça revient pour moi à la même problématique qu'on a depuis que Mbappé est arrivé. Quand Vinicius est à son meilleur niveau, tu ne vois pas Mbappé à son meilleur niveau. Quand Mbappé est à son meilleur niveau, tu ne vois pas Vinicius à son meilleur niveau. On a vraiment l'impression que les deux joueurs, pas qui se détestent, mais qui ne collent pas nécessairement, ils n'ont pas la même vision du football. Ils ne peuvent pas cohabiter et briller tous les deux au même moment dans ce football-là. Donc, pour moi, c'est la même problématique qui touche depuis, à chaque fois qu'on en a parlé, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'entraîneur, c'est une question de gestion d'effectifs et c'est une question de Florentino Pérez. Quelle décision il va prendre à la suite de cette saison pour s'assurer que l'effectif est cohérent et que les meilleurs joueurs sont mis dans les meilleures conditions parce que, encore une fois, ça revient que oui, actuellement c'est Mbappé parce que je pense aussi qu'il a ses problèmes au genou. Physiquement, il ne m'a pas l'air d'être aussi intéressant. Sinon, tu l'as dit, il fait exactement dans les appels, dans l'approche, la même chose qu'il a fait depuis toujours. Mais maintenant que le jeu n'est pas calqué à 200% sur lui, forcément, il est mis dans de moins bonnes conditions. Et derrière, si physiquement il n'est pas à son prime, ben, ça impacte aussi son rendu. Donc oui, c'est pas nouveau pour Mbappé, mais l'approche du Real fait que actuellement c'est beaucoup plus probant de voir qu'il n'aide pas vraiment ses coéquipiers avec son placement, avec ses appels et tout ça. Mais ça reste du Mbappé dans la lettre. Son placement, les endroits où il appelle pour la balle, ses réactions, c'est le joueur qu'on connaît. Donc ça fait partie de la problématique du joueur et c'est à l'entraîneur d'essayer de trouver la solution à l'équation. Merci Ziza. Donc l'événement marquant malheureusement du match aller, c'est l'altercation entre Vinicius et Prestiani. Après le but de Vini, après la célébration de Vini, on a vu que le public de Benfica était un peu chaud, un peu dégoûté. Et Prestiani qui a potentiellement prononcé des injures ou des insultes racistes, traitant Vinicius de singe. On n'a pas les preuves, on a l'UEFA qui enquête là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il a attaqué soit la communauté LGBT, soit les hommes de couleur. Donc, je sais pas ce que tu penses de cette situation. C'est un peu triste. Moi, je ne l'ai pas abordé ce sujet, mais vu que c'est un sujet tendance, comme on l'a dit, on voit qu'il n'y a rien qui change et c'est toujours les mêmes, les Argentins. On ne va pas pointer du doigt toute une nation, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit dans le foot. On voit qu'il y a des gens qui profitent de ça aussi pour essayer de déstabiliser les joueurs noirs. Et je sais pas ce que tu penses de ça. Pour moi, laisse l'UEFA enquêter là-dessus. Mais pour moi, il faut qu'une sanction lourde serve d'exemple à Prestiani et aux autres plutôt.
Et voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai rien à dire en fait. J'ai tellement vu de vidéos là-dessus. Rien ne bouge que je perds un peu espoir sur ce combat-là. Je sais pas ce que tu penses toi, de cette situation. Non, c'est regrettable, comme tu l'as dit, c'est regrettable qu'en 2026, ce type de problème soit encore présent dans le football de haut niveau. Déjà, non, je ne pense pas que ce soit toujours les Argentins. Je pense que c'est un problème assez généralisé. C'est vrai que récemment, Non, je les dis Argentins pas sont... toujours, je dis plus souvent. Pas toujours, mais c'est plus Oui, souvent eux. oui, oui. Non, je comprends totalement, hein. C'est vrai que les incidents récents qu'on a vus mettaient en pole position des acteurs argentins. On ne peut pas le nier non plus. Ça a l'air d'être à leur niveau aussi un grand problème culturel. Mais en termes de la sanction, pour revenir au match, moi je m'attends plus à ce que la sanction soit pour le club plus que pour le joueur. Parce que si on veut rester l'avocat du diable encore une fois, le joueur a proféré les termes qu'il a proférés en cachant sa bouche. Donc même en étant sévère, je pense qu'il y aura quand même une limite au type de sanction que l'UEFA peut donner parce que c'est difficile de prouver ce qui a été dit. La seule preuve qu'on a, c'est que, comme tu dis, le discours du joueur n'est pas cohérent. Au départ, il a dit qu'il avait juste prononcé le mot hermano, qui est censé vouloir dire frère. Après, on a entendu une autre version. Donc, c'est difficile de dire que il est cohérent dans son explication. Et je pense que de façon ultime, c'est ce qui te donne la capacité en tant que UEFA De le suspendre. de le suspendre au moins de façon provisoire parce que tu es sûr qu'il y a eu un mot ou une appellation indécente. Mais derrière, pour moi, il faut avoir des faits plus solides pour pouvoir vraiment justifier la suspension. Et c'est là que je ne m'attends pas à quelque chose qui sort de nature, contrairement par exemple à ce qu'on a vu pour les supporters. Il y a eu Ouais. plusieurs incidents dans le match, il y a plusieurs vidéos qui circulent où on voit les supporters faire des mimiques de singe, où on voit les supporters lapider les joueurs quand ils vont au poteau de corner. Pour moi, c'est plus facile, il y a plus de preuves tangibles pour vraiment suspendre le club pour l'attitude et la gestion des supporters à ce moment-là, plutôt que Prestiani le joueur. Donc je m'attends à plus de sanctions à ce Ça, niveau-là. apparemment, non. Maintenant, Apparemment, Benfica où le public ne va écoper d'aucune suspension. Hein. On voit que tout est accepté du côté du public. On l'a tous vu. Il y a des preuves. On préfère enquêter sur ce qu'on n'a pas. Sur le cas Pressiani, sur lequel on n'a pas assez de preuves. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Même si on soupçonne, on a des vidéos des supporters du public de Benfica. Mais il y a l'UEFA qui fait rien. Donc pour moi, c'était. Le plus cohérent serait de commencer par le public, dont on a les preuves, on a les images, sanctionner les personnes concernées. Mais pour moi, je pense qu'apparemment, l'UEFA ne fera rien contre Benfica ni le public. je comprends ce que tu dis, mais je préfère leur donner le bénéfice du doute. Je pense que c'était Ok. important de statuer d'abord sur le joueur, parce que Mhm. le prochain match ne va pas se jouer devant les fans de Benfica. Donc il fallait déjà s'assurer que le potentiel perpétrateur de l'acte lui-même, Prestiani, serait suspendu pour le match qui vient. Je pense que ça, à titre provisoire, c'est une bonne décision. Mais puisque le match ne va pas se jouer directement devant les supporters de Benfica, là, ils ont le temps, puisqu'ils disent d'après eux qu'il y a une enquête. On verra bien ce que l'enquête dira. Maintenant, pour revenir à l'incident lui-même et pour moi au sujet de la recrudescence de ce type d'incident, je trouve que c'est là que je te rejoins pour dire que le passif de l'UEFA, du football, de la FIFA en général, n'est pas rassurant sur le fait que des décisions sont prises pour vraiment sanctionner comme il doit l'être ce type d'acte. Ouais. Et pour moi, la façon la plus simple de s'en rendre compte, c'est déjà les moyens qui sont déployés quand effectivement il y a accusation, quand il y a potentiel acte raciste. On a assisté ici avec l'arbitre français, le Texier, à un protocole, mais malgré le protocole, l'arbitre lui-même était, et ça se voyait dans le direct, il n'était pas assez outillé pour pouvoir déterminer ce qui s'est vraiment passé. Et pour Même nous, moi, on pouvait pas. Même nous, depuis la derrière l'écran, on pouvait pas. C'est. voilà, et pour moi, c'est ça qui est dommage parce que on est en 2026, il y a tellement de technologies qui existent dans le football, il y a des centaines de caméras à la fois qui regardent le match. Dans d'autres sports comme le rugby par exemple, on entend tout sur On le entend terrain. tout. C'est bizarre. L'arbitre est Ouais. capable, voilà, l'arbitre est capable de, avec la vidéo, avec ce genre de technologie, d'entendre tout ce qui se passe sur le terrain. Et même si la sanction ne peut pas arriver en direct,
on peut administrer des sanctions avec une commission de discipline plus tard, parce que justement, la technologie et tout est mis en place pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe et pour pouvoir entendre même tout ce qui se dit. Moi, je trouve ça dommage justement qu'au football, justement, avec tous les incidents qu'il y a eu par le passé, il n'y ait pas ce type de technologie avec toutes les caméras qu'on a pour faire en sorte que justement ce type de loophole ne puisse pas exister dans le système. Parce que est-ce que ça veut dire dorénavant qu'à chaque fois qu'un joueur voudra tenir un langage qui ne tient pas sa place, il pourra faire la même chose et il aura le bénéfice du doute? C'est plus ça qui me chagrine dans l'histoire, parce que je comprends même que l'arbitre avait même la volonté de faire quelque chose, mais il n'avait pas de preuves. Donc, il ne pouvait rien faire sur le coup. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une question des systèmes. Est-ce que derrière, par exemple, le comportement des supporters, ou à chaque fois, et là, on le voyait à chaque fois que Vinicius se plaignait, par exemple, quand il va tirer un coup de pied arrêté, qu'il est harcelé, qu'il y a des jets d'objets dangereux par les supporters, l'arbitre, qui étaient contraints de lui dire d'y aller quand même, parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas lui-même contrôler le mouvement des supporters. C'est là pour moi qu'il doit avoir des protocoles mis en place. S'il faut même arrêter le match pour qu'une section de ces supporters-là soit évacuée du stade, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut trouver des moyens, des protocoles stricts, directs. On l'a vu certaines fois dans des matchs qui étaient arrêtés tout bonnement. C'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que parce que c'est un match de Ligue des Champions, l'arbitre n'ose pas appliquer le protocole à la lettre et aller jusque-là? Pour moi, ce sont ces enjeux-là qu'il faut mesurer. Et c'est par ce type d'acte, parce qu'on le sait, malheureusement, les sentiments des uns et des autres ne vont pas changer. C'est pas ce qu'on demande. Mais par exemple, quand un joueur qui n'est pas un noir provoque ou fait quelque chose qui est jugé comme provocateur par les supporters adverses, ne dirige pas vers lui des jeux racistes. S'ils le font pour les joueurs noirs, c'est simplement parce qu'ils trouvent que pour eux, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'ils ont vraiment dans leur cœur. C'est ça. Donc, il faut trouver une façon au niveau du football, en général, et ça, c'est pas une question juste de l'UEFA ou de la Liga, c'est une question vraiment générale au niveau du sport, de trouver une façon vraiment de sanctionner à la hauteur de l'acte tous les perpétrateurs. Il ne faut pas juste que ce soit des sanctions pour juste taper sur la main des clubs et tout ça. Mais après ça, sans t'interrompre, il y a des gens, même il y a des joueurs uruguayens, des anciens joueurs qui interviennent là. Je sais pas si tu vois les interventions, qui jugent ça très léger, les propos de Bresciani. Traiter Vinicius de singe, pour eux c'est très léger. À leur époque, il y avait des insultes plus dramatiques que ça, et qu'on en a fait tout un plat, tout ça. Je sais pas si tu vois ça sur Twitter, mais il y a des gens même qui sous-estiment un peu la gravité des propos de Bresciani. Donc là, c'est encore un débat aussi, c'est encore un problème à résoudre, parce que si tu vois pas tu compatis pas avec le joueur, tu peux pas trouver une solution qui puisse satisfaire les gens. Donc il y a l'UEFA, je pense, qui réalise pas à quel point c'est offensant de traiter un être humain de singe. Et par rapport au passé colonial, tout ça qu'on a, on sait ce que ça rappelle. Donc voilà pour ce que tu disais. Je me dis que l'UEFA n'a même pas en fait idée de ce qu'on ressent en tant que noir en subissant ça, parce qu'ils n'ont jamais vécu, ils sont des blancs. Donc je pense que ça, c'est une problématique à gérer avant même de trouver la sanction. Non, je comprends ce que tu dis, et comme c'est ce que j'essayais de dire quand je mentionnais que c'était culturel. Dans certaines cultures, ce n'est pas vu comme un problème ou abordé comme un réel problème par certaines personnes. Et tant que c'est le cas, il y aura toujours cette inadéquation dans la façon de vouloir régler les choses. Et c'est pour ça que je suis revenu à l'UEFA. Pour moi, c'est pas un problème tant UEFA, comme tu l'as dit. C'est culturel chez, je veux dire, les Sud-Américains ou quelque chose de ce genre. C'est culturel peut-être dans certaines parties de l'Europe. Quand beaucoup de matchs se jouent en Europe de l'Est, il y a beaucoup d'incidents de ce type, par exemple. C'est culturel dans beaucoup d'endroits. Donc, à défaut de pouvoir changer la culture des gens et comment ils perçoivent les choses, il faut que les sanctions qui sont mises en place si ce genre d'incident arrive soient assez fortes pour vraiment décourager les personnes qui, même culturellement, pensent que ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient historiquement, le hooliganisme dans les stades et tout ça, qui ont été vraiment sortis du sport parce que les sanctions qui ont été mises en place pour ne pas que ce type d'événement se répète ont fini par obliger tout le monde à se comporter de la bonne façon. L'UEFA et la FIFA ne peuvent pas changer ce qui se trouve dans le cœur des gens. C'est même pas leur rôle. Ouais. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en place des types de sanctions qui sont assez fortes pour que des individus ne trouvent pas le moyen de poser un acte qui doivent derrière handicaper tout un club. Et les clubs eux-mêmes s'engageraient à fond dans la lutte et dans la sensibilisation pour s'assurer que
si un individu se rend coupable d'un tel acte, mais derrière les poursuites et les répercussions sur sa vie seront telles que ça n'en vaudra pas la peine d'avoir un tel acte quand il se trouve dans un terrain de football. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à une entente sur le type de sanctions qu'il faut mettre en place pour s'assurer que, indépendamment de la façon dont on se sent qu'on soit un raciste, qu'on ne le soit pas, ce ne soit pas dans ton intérêt à ce moment-là de le faire dans un stade de football. Et c'est quand on arrivera à ce niveau-là vraiment qu'on pourra se débarrasser du fléau dans le football. Sinon, c'est un problème de société. Il n'y a pas que dans le football qu'il existe. Donc, il faut trouver le moyen de s'en débarrasser dans le football par les sanctions qui sont mises en place. Donc, c'est là que l'UEFA peut intervenir. Il ne s'agit pas de est-ce que ce sont un tel ou un tel d'une telle région qui le font. Il faut que la sanction soit uniforme pour les questions de racisme. Même, ils aiment parfois coupler les questions de genre et tout ça. En tout cas, s'assurer qu'il y ait vraiment une façon solide de gérer ça pour que dès que quelqu'un se met même dans le collimateur d'une question racisme, il sache que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très grave et qui peut aller très, très loin. Et quand ça sera le cas, je pense qu'il y aura vraiment une avancée. Mais le type de sanction qu'on a vu pour l'instant, fermer une tribune pendant un match... C'est très léger, ça. C'est trop léger. Voilà, c'est pas de nature à vraiment décourager non seulement les perpétrateurs, mais non seulement les clubs, parce que ça ne représente pas un danger pour leur survie. Donc, sinon, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas une question juste de c'est un tel dans tel pays. On l'a vu dans certains de nos clubs à tous les deux. Il y a des gens qui se rendent coupables de ces actes. Ça arrive vraiment partout. Mais il faut trouver une façon de le sanctionner de façon générale pour que de façon généralisée, le problème sorte du football. Donc, on espère, encore une fois, on continue de croiser les doigts. On est pessimiste, comme tu as dit. Parce que on n'est pas pessimiste, on est réaliste. Voilà, donc il y a la réalité du terrain de ce qu'on voit depuis toutes ces années. Mais on espère en tout cas que pour le match retour, surtout avec cette situation-là, ça permettra aux acteurs de se concentrer sur le jeu. J'avoue que j'ai été aussi quand même déçu des commentaires de Mourinho derrière, mais je pense que dans l'absolu, Mourinho a toujours été quelqu'un qui va contre vents et marées pour protéger ses joueurs. Là, il essaye de faire la même chose. Je pense qu'il a eu des commentaires déplacés. Mais pour moi, ça fait aussi partie de ce qui crée cet environnement autour du sport parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aimées, qui en réalité ne sont peut-être pas racistes, mais qui ne comprennent pas à quel point la lutte raciste, elle aussi, est importante et est peut-être endiguée quand ils font ce type de commentaires ou quand ils ont ce type de perspective. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut vraiment apprendre à changer dans l'environnement football lui-même pour que... En général, dans le monde en général, hein, ils disent pas que dans le foot, mais ouais. C'est ça, dans le monde. Ok, d'accord. Donc, quand on a fait le tour, je sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à... Non, juste te demander ton pronostic peut-être. Comment est-ce que tu vois le match retour? Qu'est-ce que tu imagines après avoir vu le match aller? Le match retour, j'aurai 2-0 du Real. Doublé de Vinicius, tranquillement au Bernabéu, sans problème. Et qui célèbre devant le public portugais. Facilement. Ouais, je vois le Real passer aussi. Je pense qu'ils ont fait le plus dur au match aller. Et je pense que le match retour sera dans une atmosphère assez particulière. Donc oui, je pense que le Real va passer aussi. Ok. Merci les gars, merci de soutenir la chaîne. Restez branchés. On va faire d'autres vidéos après les différents résultats par rapport au tirage au sort, tout ça, à tout la liste exhaustive qu'on aura pour les futurs matchs de Ligue des Champions et aussi parler un peu de la Liga. Merci les gars et activez la cloche. Continuez à nous donner de la force les gars. Dites-nous ce que vous pensez de nos opinions. Si vous avez des commentaires à partager, faites-le nous savoir. Et merci de continuer à donner une force à la chaîne.